Ah, allez, c'est parti, on va regarder cette vidéo. Dédicace à Neoxy. Je mange ton contenu depuis quelques mois, c'est trop fort ce que tu fais. Nous sommes le matin du vendredi 21 septembre 2001. C'est la fin de l'été à Toulouse. Le temps est encore chaud, le soleil brille haut dans le ciel. Et en cette fin de semaine, les Toulousains... Oui, 1200 subs, on vit. Et 1200 subs, je vous fais le stream cuisine tarte au caca avec mon ami Yas. bien profité de la ville rose, réputée pour sa douceur de vivre et sa culture très vivante. Dans ce climat à l'accent plus que charmant, absolument rien ne laisse présager que bientôt la vie allait basculer dans le chaos le plus total. Merci Kaya pour le prime. Plus que 18 et on fait la tarte au sperme avec Yas. Les 300 000 habitants s'apprêtent sans le savoir à être les victimes du plus grand accident industriel que la France n'ait jamais connu. 10 jours après le 11 septembre quand même. Hein. En un quart de seconde, tout s'est arrêté. Les voitures qui roulaient sur la rocade sont immobilisées, les cris des enfants dans les écoles se sont stoppés, les hôpitaux sont figés, les oiseaux ne chantent plus et le silence le plus total règne. Une partie de la ville vient d'être pulvérisée. Au JT... Mais tu sais que genre j'en ai entendu parler comme tout le monde, j'avais 6 ans à l'époque. Mais j'ai jamais entendu les détails. C'est pour ça que je suis content qu'il en parle, parce que j'ai l'impression que vraiment cette explosion de l'usine AZF, c'était une folie. J'ai vu quelqu'un dans le chat qui a dit j'habitais à Toulouse et tout, c'était une dinguerie quand j'étais gamin. Wow. Les images choquent. Partout où on regarde, il n'y a plus rien. Juste un nuage de fumée jaunâtre et dense qui donne l'impression d'être arrivé sur un champ de bataille ou d'avoir atterri dans une scène apocalyptique. Passé la surprise, les Toulousains comprennent très vite. C'est l'usine de pétrochimie au sud de la ville qui vient d'exploser. Son nom restera ancré au plus profond des mémoires, AZF. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette usine de pétrochimie a explosé? Ah merci Nawa. Si cet événement a été quelque peu oublié partout en France, à Toulouse, le souvenir et le traumatisme sont encore très vifs. Là-bas, chacun se rappelle exactement ce qu'il faisait en ce vendredi 21 septembre à 10h17 et 50 secondes. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir Ça vient de commencer. sur une histoire dont on parle trop peu, une catastrophe qui, malgré son ampleur, a un peu disparu des conversations, des programmes scolaires et surtout des mémoires. Pourtant, ce drame a bouleversé une ville entière et bien au-delà. Il a posé des questions essentielles sur la sécurité industrielle, Oh, le train sur de la hype qui approche, ça transparence régale. des institutions et sur ce qu'on est prêt à accepter au nom du progrès. Cette explosion, elle a laissé derrière elle un cratère de plusieurs dizaines de mètres, mais aussi un vide, beaucoup plus difficile à combler, celui de la vérité. Car même si des conclusions officielles ont été rendues, même si la justice a tranché, il reste encore pour beaucoup une zone d'ombre dans ce dossier, des incohérences et des doutes. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est l'histoire d'un drame local devenu une affaire d'État, un dossier complexe, parfois dérangeant, que certains aimeraient définitivement enterrer, mais qu'il est peut-être temps de rouvrir pour de bon. Voici l'histoire d'AZF. Il est en train de me hyper là. Voilà. Il y avait tout de retourné. Tout, un grand massacre. Oh là là, mais regardez les fenêtres et tout, tout a volé en éclats. Théma. Théma les images. T'as l'impression que t'es dans une zone de guerre. Quand l'explosion d'AZF secoue Toulouse ce 21 septembre 2001, la France est déjà dans un climat de tension extrême. Le monde entier vient de vivre un choc sans précédent. À peine 10 jours plus tôt, les images chaotiques des attentats du 11 septembre ont envahi les écrans du monde entier pour ne plus jamais quitter les mémoires. 2 avions détournés par des membres d'Al-Qaïda ont percuté l'un après l'autre les tours jumelles du World Trade Center à New York, faisant près de 3000 morts. Les images semblent irréelles, et pourtant, la nation la plus puissante du monde venait d'être touchée dans une attaque gratuite d'une violence inouïe. Les médias parlaient déjà d'un avant et d'un après 11 septembre,
Et il n'avait pas tort. Au passage, il y a 3 ans, on vous avait fait une vidéo sur place à New York pour traiter de toute cette affaire. Je vous laisserai aller voir la vidéo un peu plus tard, elle est disponible sur ma chaîne si ça vous intéresse. Avec le fameux mémorial. Cette insécurité diffuse va s'installer un peu partout. Peu à peu, la peur du terrorisme s'immisce dans le quotidien. J'avais 2 ans quand ça s'est passé à Toulouse, putain. Prendre le métro, aller au cinéma, fréquenter une gare. En France, ça ravive des événements pas si vieux, les attentats des années 90. Les attentats du GIA, le groupe islamique armé, les bombes dans les gares et les stations de RER. Autant de souvenirs qui nourrissent la psychose, les Français sont inquiets. Paradoxalement, dans le sud de la France, loin de la capitale parisienne, on se sent un peu plus à l'abri. Pourtant, Toulouse, c'est pas qu'une ville tranquille, c'est avant tout un pilier de l'aéronautique et de l'aérospatial européen. Ici, on assemble les Airbus et on conçoit des satellites. Bref, c'est un symbole de... N'empêche, mine de rien, ta ville, elle est connue parce qu'elle est rose et parce qu'il y a Airbus, les satellites et les avions, c'est une folie. Hein. Savoir-faire français et donc potentiellement une cible. Alors, quand les JT annoncent qu'une explosion a eu lieu, Toulouse, c'est d'abord la sidération la plus totale, puis une question hante toutes les têtes. Toulouse vient-elle d'être victime d'un attentat? Bah oui. Le site de l'usine a été lui entièrement dévasté, stupéfiantes images qui rappellent celles d'un bombardement. Pour Oh là là. comprendre l'ampleur de la catastrophe, il faut comprendre ce qu'était AZF. Mais déjà, regardez la taille du site. Avant 2001, AZF faisait totalement partie du décor pour les Toulousains. Un élément banal du quotidien auquel on ne faisait plus attention. On pouvait la voir au loin, au niveau de la jonction des Rocades, un lieu incontournable pour entrer dans Toulouse. Il faut s'imaginer, c'est l'équivalent du périph' parisien. Les voitures klaxonnent, les fils bouchonnent, les automobilistes s'énervent, en oubliant qu'à seulement quelques mètres d'eux, derrière les murs gris, une des usines de pétrochimie les plus sensibles de France est là, remplie de produits plus explosifs les uns que les autres. Ça fait quoi une usine de pétrochimie? Question débile sans doute. Une bombe à ciel ouvert à seulement quelques dizaines de mètres d'eux. Aujourd'hui, avec du recul, on se dit que c'est un peu fou que cette usine hyper dangereuse ait été installée là. Celui qui m'a dit plastique, etc. Merci. Et celui qui a dit usine à prout, l'autre des bergouzes. Et celui qui a dit ça pétrochime, on te baise. Voilà, c'est bon. Du plastique, du bitume, de l'essence, ok. Mais il faut revenir en Des arrière. produits chimiques avec du pétrole, ok, À merci. l'origine, en 1924, année de sa fondation, le site est situé en périphérie de Toulouse, à 3 km du centre plus exactement. Il faut avoir en tête qu'à l'époque, il n'y a absolument rien autour. Ni quartier résidentiel, ni hôpitaux, ni rocades. On ne parle alors pas d'AZF, diminutif d'azote fertilisant, mais de l'ONIA, un sigle un peu flou et pompeux qui veut dire Office National Industriel de l'Azote. Tout est dans le titre, l'usine avait un but, produire de l'ammoniac synthétique pour régler le manque d'azote, un produit qu'on retrouve dans les engrais. À l'époque, on est dans l'entre-deux-guerres, Donc là, on la est sur un truc France cherche d'engrais, à ouais. moderniser et renforcer son autonomie agricole. Il faut nourrir la population, développer les cultures, et l'azote devient clairement stratégique. L'usine répond L'agriculture en France, bravo. donc à un besoin national, C'est fort. presque vital à l'époque. En bref, AZF, c'est le symbole du progrès dans une France en reconstruction. Mais entre les années 60 et 90, le paysage s'est transformé. Toulouse s'est étendue et AZF s'est retrouvé progressivement entouré de tout ça. La ville est venue à elle sans que personne n'interroge la proximité d'un tel site avec la population. Ce qui fait qu'à la veille de l'explosion, plusieurs milliers de personnes vivent et travaillent à moins d'1 kilomètre des installations. Des milliers d'individus qui avaient une épée de Damoclès sur la tête. Alors comment ce qui paraît presque innocent de C'est pour le storytelling, mais en même temps, si à chaque fois qu'il y avait une usine dans le style, tu mettais personnes qui y habitent aux 5 km aux alentours, ce serait un peu... En se disant que ça peut exploser, ce serait un peu compliqué. l'extérieur, une usine destinée à l'agriculture peut se transformer en bombe. En fait, le nitrate Merci, d'ammonium Padri, pour le il ne Prime. sert pas qu'à ça. Merci, Il est également utilisé dans les explosifs industriels. Il est d'ailleurs
tellement dangereux que l'usine est classée Seveso 2 dans les années 80. Ce qui veut grosso modo dire qu'elle est considérée comme un site à risque majeur. Et de ce fait, en toute Seveso logique, 2. ça implique des obligations notamment de prévention, de contrôle et d'information des populations environnantes. Enfin, en théorie, du moins. Tout seul, le nitrate n'est pas dangereux. En fait, il faut le mettre en contact avec d'autres éléments pour qu'il le devienne. Notamment le DCCNA, un produit chloré. Mais encore là, techniquement, pas de quoi s'affoler. Pour que les deux provoquent un désastre, il faut ajouter un dernier élément, l'eau. Ça suffit de pas grand chose, hein. Ça suffit pas grand chose quand même, hein. Un trio qui naturellement ne se rencontre pas, mais qui au sein d'AZF cohabite. Ça paraît ahurissant dit comme ça, mais sur le site, on trouve tout le nécessaire à ce cocktail explosif, à seulement quelques mètres les uns des autres. Du nitrate d'ammonium, du DCCNA et la Garonne juste à côté. Mais pas de quoi inquiéter les autorités ou les responsables de l'usine. Pour eux, il y a très peu de chances que tout ce monde se rencontre. Après tout, au sein d'AZF, il existe de nombreux protocoles de sécurité qui garantissent que ce genre d'accident ne peut pas se produire. Malheureusement, il s'était bien trompé. Ah, il m'a mis dans le move. Il m'a mis dans le move. Le 21 septembre 2001, vers 10h du matin, l'usine AZF fonctionne comme n'importe quel autre jour. Les 300 salariés du site sont à leur poste, répartis dans les différents secteurs de production et de logistique. Certains travaillent dans les unités de fabrication des engrais, où le nitrate d'ammonium est conditionné. D'autres sont chargés du contrôle qualité, de la maintenance ou assurent le suivi administratif et logistique des flux entrants et sortants. Les camions J'étais entrent victime de cette explosion, j'avais 1 an. Putain, la dinguerie. et sortent de l'usine, acheminant des matières premières ou récupérant les produits finis. À cette heure-là, rien de particulier n'est à signaler dans le bâtiment 221. Ce hangar, où sont entreposées plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, fait partie des zones les plus sensibles du site. Comme à leur habitude, les techniciens s'affairent à gérer les résidus, à déplacer des sacs ou à vérifier les stocks. La plupart des salariés présents ce jour-là n'ont aucune idée du drame qui est sur le point de se produire. En bref, une journée de tout ce qu'il y a de plus normal au sein d'AZF. Et c'est quoi qui a causé le problème? Vas-y. À 10h, 17 minutes et 50 secondes, un bruit sourd et bref résonne. Il ressemble à une détonation étouffée. Le compte à rebours vient de se lancer, mais en ce 21 septembre, absolument rien n'aurait pu l'arrêter. Ceux qui l'entendent n'ont même pas Oui, je suis hype pour Topuria Oliveira et même la Fight Night de cette nuit en Azerbaïdjan et la carte est vraiment sympa. Voilà. le temps de s'inquiéter De ce week-end, pardon. que c'est déjà trop tard. 5 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout bascule. Un bruit, un flash, du feu, puis un souffle destructeur qui emporte tout sur son passage. Oh, la simulation d'explosion, wow! Tout ça, ça se passe en un claquement de doigts, une simple fraction de seconde, sans aucun retour. Il est 10h17, 55 secondes. AZF vient d'être rayé de la carte. Oh là là, mais t'es mal les dégâts. La scène de guerre. Regardez ça. La déflagration est tellement violente qu'elle pulvérise aussi une partie de Toulouse. Personne ne peut se préparer à ça. Vous avez vu le Darty? Oh. Le hangar 221, contenant plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, vient d'exploser. C'est l'équivalent de 20 à 40 tonnes de TNT qui se sont abattues d'un seul coup. L'explosion est tellement puissante qu'elle génère l'équivalent d'un séisme de magnitude 3,4 sur l'échelle de Richter et une onde de choc presque aussi rapide que le mur du son. Elle rase
tout sur son passage à un rayon de 3 km avant d'être ressenti sur près de 80 km. Dit comme ça a l'air plutôt abstrait, mais pour se faire une idée, j'ai vu que l'explosion du port de Beyrouth au Liban en 2020 est assez similaire. Ce que les caméras ont capté là-bas, c'est exactement le genre de phénomène qui s'est produit à Toulouse. Ouah, Personnellement, les images effrayantes de cette onde de choc qui fonce sur les Libanais à la vitesse d'une fusée m'ont quand même pas mal marqué. J'avais jamais vu la POV d'en haut là qu'il a montré, la celle-là. Ressenti sur Je l'avais jamais vu. 80 km. Dit comme Oui, je regardais. ça a l'air plutôt abstrait, mais pour se faire une idée, j'ai vu que l'explosion du port. Dit comme ça a l'air plutôt abstrait, mais pour se faire une idée, j'ai vu que l'explosion du port de Beyrouth au Liban en 2020 est assez similaire. Ce que les caméras ont capté là-bas, Toulouse reprend son souffle, c'est le chaos total. À la place du hangar 221, il n'y a plus rien. Juste le silence, la désolation et un cratère ovale immense. Il fait jusqu'à 65 mètres de diamètre et 7 mètres de profondeur. Pour que vous mesuriez l'étendue des dégâts, c'est l'équivalent de tout simplement 4 piscines olympiques en surface et une quinzaine en volume. Rapidement, les secours arrivent, mais ce qu'ils s'apprêtent à voir, ils ne l'oublieront jamais. Ils ont face à eux la mort, une véritable scène de guerre. Des bâtiments entiers ont été soufflés, les structures métalliques ont fondu, des véhicules ont été projetés à des dizaines de mètres, des vitres brisées jusqu'à 5 km autour du site, l'hôpital psychiatrique marchand situé à proximité est dévasté, des enfants dans les écoles alentours sont blessés. Des hommes errent sans but, le visage recouvert de sang, l'air irrite la gorge et les yeux, la liste est sans fin. Les Toulousains sont seuls au monde, isolés de tous. La France entière tente de joindre Toulouse, mais c'est comme si Toulouse avait été mise sous dôme. Le réseau mobile est tombé, l'aéroport est suspendu, le métro est arrêté, des fumées blanches épaisses envahissent l'air, un nuage en forme de champignon s'élève dans les airs et crée la psychose. Et si l'air est contaminé? Le réseau mobile est tombé. C'est vrai que vous vous rappelez ces bails de quand le réseau fonctionnait pas, genre quand par exemple tout le monde s'appelait le 31 décembre, des trucs comme ça. Vous vous en rappelez? Il faut s'imaginer la confusion qui règne. Les Toulousains ne savent rien. Ils paniquent, courent, pleurent, cherchent leurs proches. Et c'est peut-être ça le pire en ce 21 septembre 2001, c'est de savoir si oui ou non leurs femmes, époux, enfants et amis sont vivants. Le calvaire va durer pour certains plusieurs heures. La catastrophe est telle que les autorités n'attendent pas plus et déclenchent le plan rouge, le dispositif d'urgence pour les accidents de grande ampleur. Des centaines de blessés arrivent. Ah, il y a SFR, ça a bugué il y a 2 jours, j'ai même pas vu. En flux tendu dans les hôpitaux et surchargent les urgences. Partout où on peut, on installe des patients. Dans les couloirs, ça court dans tous les sens. Ceux qui arrivent là sont des chanceux, car sur le terrain, les pompiers sont obligés de faire des choix. Un triage massif entre ceux qui sont sauvables ou ceux qu'il faut abandonner. Terrible. Pour beaucoup de secouristes, cette sélection reste un vrai traumatisme. Certains ne se le pardonneront jamais. Le bilan humain est lourd. 31 morts, dont des employés d'AZF, des riverains et des travailleurs présents à proximité. On dénombre également à peu près 2500 blessés, certains gravement mutilés ou devenus sourds, qui garderont des séquelles toute leur vie. Du côté mutilé... C'est que franchement, quand tu vois l'ampleur de l'explosion, etc., et sans manquer de respect évidemment aux 31 décès et aux gens qui ont dû subir des graves blessures, ça aurait pu être tellement pire. Ça aurait pu être tellement pire. Ou devenus sourds, qui garderont des séquelles toute leur vie. Du côté matériel, c'est pareil, les nombres donnent froid dans le dos. 26 000 logements dégradés sur un rayon de 6 km, 1200 familles déplacées, 74 écoles touchées. Mais au fond, peu importe les dégâts matériels ou les blessures visibles, le plus dur c'est ce qu'on ne voit pas, les séquelles psychologiques, le traumatisme et la perte. Certains parlent d'un avion qui se serait écrasé comme à New York, d'autres évoquent un missile, chacun y va de son hypothèse, mais la vérité c'est que personne ne sait. Pendant ce temps, le reste de la France retient son souffle. Le pays découvre... Tu sais, quand dans le chaos d'une scène qui a choqué du monde, il y a tellement de versions qui s'opposent, des gens qui disent n'importe quoi, des gens qui ont eu l'impression de voir un truc, donc ils n'ont pas l'impression de mentir, mais ils disent n'importe quoi, c'est une dinguerie. Sous le choc, des scènes qui ont l'air sorties d'un film. Sur le plan national, la panique gagne du terrain.
Les autorités, elles, ne tardent pas à réagir. Pour l'heure, la population de Toulouse est confinée. Le ministère de l'Intérieur finit par annoncer l'ouverture d'une enquête, tout en évitant soigneusement de confirmer quoi que ce soit. Aucune piste ne doit être écartée. Ils le savent, les Français, mais surtout les Toulousains, les attendent au tournant. Il faudra donner des réponses, ou du moins une seule compte. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette catastrophe ? Dès le début, et sans trop d'étonnement, la piste terroriste prend de la place. Il faut dire que la coïncidence avec le 11 septembre est quand même énorme. Sauf que cette fois-ci, aucun groupe ne revendique l'attaque. Il n'y a pas non plus d'indices qui pointent vers un acte délibéré, venu de l'extérieur. Il faut se faire une raison, l'histoire de l'attentat tient de moins en moins. Surtout qu'il y a un détail qui intrigue pas mal, c'est que l'épicentre de l'explosion est vraiment au cœur même du site industriel, à l'emplacement d'un bâtiment très précis, le hangar 221. Le fameux hangar 221. Que tout ce qui a été conclu reste de l'ordre de l'hypothèse. Et donc, il faut le prendre avec des pincettes. Comme le hangar a été atomisé, les preuves sont plutôt minces. Il n'y avait ni caméra... C'est une dinguerie de pouvoir dire ça quand même. Le hangar était atomisé. Ni capteur, ni enregistrement, juste des témoignages, des fragments et des résidus chimiques. Tout ça pour dire que la vérité, on ne la saura jamais complètement. Selon l'hypothèse qui a été retenue par l'enquête, c'est un enchaînement de petites négligences qui, mis bout à bout, ont suffi à déclencher l'impensable. Honnêtement, ça rend le bilan encore plus insupportable. L'accident aurait pu être évité, 31 personnes n'auraient pas perdu la vie. Environ une demi-heure avant l'explosion, un manutentionnaire aurait jeté des déchets en vrac à l'entrée du bâtiment 221. Les produits venaient d'une autre zone de l'usine, au sud, où l'on utilise des substances chlorées. Pour les employés, rien d'anormal à la manœuvre. Ce qu'ils ne savent probablement pas à ce moment-là, c'est qu'il reste des résidus de nitrate d'ammonium au sol. En livrant ces résidus en vrac dessus, l'employé vient de commettre un acte sans précédent. Mais c'est que la partie immergée de l'iceberg. Derrière une cloison, dans le même bâtiment, se trouvent plusieurs centaines de tonnes de nitrate d'ammonium. Et ce matin-là, pour couronner le tout, un élément naturel que connaissent bien les Toulousains s'ajoute dramatiquement à l'équation. La pluie. Le vent d'OTAN, qui est connu pour être chaud, mais surtout chargé d'humidité. Résultat, le nitrate forme une croûte, et en dessous, des poches de gaz s'accumulent. Il suffit alors d'un peu de chlore pour littéralement mettre le feu aux poudres. 3 mois après la catastrophe, les experts rendent leur première conclusion. Pas d'attentat, pas de sabotage, mais un accident provoqué par négligence, une routine dangereuse et un site où tout pouvait mal tourner. Et c'est certainement ça le plus terrible dans cette histoire. Ce n'est pas une cause unique, c'est une addition de failles, une routine devenue dangereuse, une tragédie annoncée, mais que personne n'a voulu voir. Comment ce genre d'accident est possible dans une usine pourtant considérée comme dangereuse? À ce niveau... Putain, dinguerie. Pour ceux qui ont une pub, j'attends. Je te jure que ce que ma famille m'a raconté, c'était le cas où des milliers de maisons sont écroulées, des blessés, mais le pire, c'était à panique dans toute la ville. Les gens allaient à vélo sur le périph', des centaines d'accidents, putain. Oh, c'est... C'est faux, c'est dingue. Hein. Putain, attends. Juste aller checker le week-end. Attends, de finir la vidéo gentiment. Conséquences sanitaires. Putain. Un stock de 3 à 400 tonnes. Putain. Non, c'est fort. C'est une dinguerie, frère. Là, est-ce qu'on parle encore de simple oubli, de malchance, ou bien d'un système qui, en réalité, était complètement défaillant? Même après toutes ces années, il reste une chose qui résiste, le doute. Parce que dans cette affaire, ce ne sont pas les versions qui manquent, mais les certitudes. Dès les premiers jours, il y a un sujet qui pose problème, la première détonation. Selon les rapports officiels, elle n'existe tout simplement pas. Officiellement, les capteurs ne retiennent qu'un seul impact sismique. Pourtant, il y a la masse de témoignages qui vont dans ce sens et surtout des enregistrements audio où on distingue bien 2 détonations. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est un acte criminel? Quelqu'un qui aurait fait exploser quelque chose au milieu de la poudrière? Eh ben,
pas forcément. Ça pourrait être une première réaction chimique qui a entraîné la seconde. Le sujet fait débat, mais le constat reste le même dans les deux cas, il est impossible à vérifier. Dans les thèses évoquées, il y a celle du sabotage interne. Certains salariés ou sous-traitants ont parlé de tension au sein de l'usine, mais là encore, je me répète, il n'y a absolument aucun élément palpable. Et c'est tout le complexe de cette affaire, l'enquête doit se baser sur des ressentis et des paroles. Et puis, il y a une hypothèse qui est plus technique, moins croustillante, mais tout aussi sérieuse, celle d'un incident électrique. Un court-circuit, une surtension, et là, c'est le drame. Elle est techniquement plausible. Enfin, une plus intéressante, celle d'un homme très suspect aperçu sur place, dans une zone pourtant interdite. Il aurait été vu en train de fuir. Les services de renseignement sont mobilisés, une enquête parallèle est lancée, mais rien ne viendra confirmer cette piste. Pas de nom, pas de revendication, pas de preuves, et pourtant, cette silhouette continue encore aujourd'hui d'alimenter les soupçons. T'imagines ? T'es cet homme-là, genre peut-être même t'as rien fait, t'étais juste dans le coin, tu sais que c'est toi qu'on cherche ? Elle arrangerait bien certains, surtout ceux sur le banc des accusés. Étonnamment, cette absence de preuves n'a pas empêché la justice de trancher. C'est l'accident chimique qui l'emporte. Pourtant, pour beaucoup d'experts, cette hypothèse tient très difficilement la route. Pour eux, la probabilité d'un tel scénario est quasiment nulle. Et c'est d'ailleurs pour ça que le risque n'avait pas été pris au sérieux et considéré lors des évaluations de sécurité. Cette faible probabilité, ça va être le nerf de la guerre lors du procès. Oh. Wesh, mon gros une semaine d'amour, c'est gentil ça. J'aime bien ça, il m'a appelé mon semaine d'amour, c'est beau. En février 2009, près de 8 ans après l'explosion, le premier grand procès AZF s'ouvre enfin. C'est à Toulouse, au tribunal correctionnel. Sur le banc des accusés, Serge Bichelin, ancien directeur de l'usine, et la société Grande Paroisse, filiale du groupe Total. L'enjeu, déterminer s'ils sont, oui ou non, responsables de la catastrophe. Les chefs d'accusation sont homicide involontaire et blessure. Oh oui, les débats vont s'enchaîner pendant plus de 3 mois, les experts défilent, les parties civiles racontent leur traumatisme et les avocats s'affrontent sur des détails extrêmement techniques. C'est assez complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tout se joue sur le manque de preuves directes, sur les rapports contradictoires et les hypothèses difficiles à confirmer, notamment sur la probabilité qu'une telle explosion ait pu se produire involontairement. Résultat, relax général, plus simplement, le tribunal estime que la responsabilité pénale des prévenus n'est pas démontrée car il n'y a clairement pas assez d'éléments. Ce verdict, vous vous en doutez, hein, comme très souvent encore une fois dans les procès en appel différentes vidéos qu'on aborde en ce moment, ne passe pas auprès des victimes, des familles et des associations. Pour eux, il y a un déni de justice et quand on voit l'ampleur des dégâts, le nombre de personnes que l'explosion a impacté, on comprend que cette conclusion n'est pas du tout acceptable. Le procès est historique. Je te parie qu'ils ont mis encore 20 piges pour terminer ça. 3 ans plus tard, en 2012, le ton change. Cette fois, la cour d'appel condamne. Serge Bichelin est reconnu coupable d'homicide involontaire. Grande Paroisse aussi, la cour estime que les règles de sécurité n'ont pas été respectées, que le stockage était inadapté, que la surveillance était insuffisante. En clair, ce drame aurait pu être évité. Mais le feuilleton ne s'arrête pas là. En 2015, la Cour de cassation, 14 ans après le procès, casse la décision. Pas sur le fond, mais pour un vice de procédure. C'est un énorme coup de massue pour l'accusation. Nouveau procès, cette fois à Paris, devant la Cour d'appel. En 2017, il faut encore tout recommencer. Même dossier, même visage, même question. Les experts redébattent. 16 putains d'années après. 16 années après, mais vous vous rendez compte ? Leur modèle, les témoins racontent leur choc. Tout le monde est épuisé, mais personne ne veut lâcher. L'enjeu est trop important. Mais cette fois, enfin, les victimes obtiennent gain de cause. L'issue est différente. En 2019, la condamnation est confirmée. Définitivement, Serge Bichelin et Grande Paroisse sont jugés responsables. Le dossier AZF est clos. 18 ans après. Juridiquement parlant. Mais dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Il n'a jamais établi avec certitude ce qui a provoqué la réaction chimique ce jour-là. Aucune reconstitution complète, aucune certitude scientifique, juste une chaîne de négligence, une gestion hasardeuse des risques et une culture du « ça passe » qui, cette fois,
n'est pas passé. Et c'est là que le malaise s'installe. Quand on est une famille, c'est difficile de se contenter de ça. Ils vivent tous l'absence de réponse comme une condamnation à vie, celle de rester éternellement dans le doute. Pour eux, c'est absolument insupportable. Parmi eux, pas mal d'autres. Tu m'étonnes, mais après, pour le coup, c'est vrai que ça paraît difficile d'établir à 100% qui est le fautif. Et il y a toujours ce spectre du mec suspect qui a été vu en train de partir, je sais pas quoi. Vous en pensez quoi de ça? Encore de la version officielle, la justice a désigné un responsable par défaut parce qu'il fallait une réponse, parce qu'on ne pouvait pas dire « on ne sait pas ». Officiellement, c'est Grande Paroisse, la filiale de Total, qui est condamnée, une amende, un sursis, mais le groupe Total, lui, s'en sort sans condamnation directe. Pas un mot, pas une ligne de jugement à son nom. Pour beaucoup, ça ne passe pas. Certains dénoncent une stratégie bien huilée, des enquêtes internes menées en parallèle de l'enquête judiciaire, des témoignages encadrés, des éléments mis sous silence, et surtout, une trop grande opacité. À ça s'ajoute une indemnisation colossale, plus de 1 milliard d'euros versés aux victimes, un chiffre impressionnant qui ne répare pas et qui est très loin d'apaiser. Parce que dans cette affaire, il ne s'agissait pas que d'argent, il s'agissait aussi de reconnaissance, de responsabilité morale, de justice. Et à ce niveau-là, beaucoup ont eu l'impression qu'un géant industriel avait su jouer avec les règles, pendant que les familles, elles, cherchaient simplement des réponses. Vraie question au final, que ce soit la filiale qui prend ou alors Total qui prenne dans les papiers, est-ce que ça change vraiment quelque chose? C'est pas une critique des victimes, hein, c'est juste question. Mais une chose est sûre, même avec un verdict, l'affaire AZF reste une blessure ouverte. À Toulouse, le souvenir est toujours là, et les doutes, eux, n'ont jamais vraiment disparu. Parce qu'au fond, ce que ce procès a surtout révélé, c'est à quel point la vérité peut se heurter au silence des décombres. Après le procès, c'est l'heure du bilan. Les assureurs ont estimé les dégâts à environ 2 milliards d'euros. La catastrophe a aussi permis de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Après l'accident, de nombreuses commissions se sont réunies pour durcir les normes de sécurité et que plus jamais un autre AZF se produise. Une loi de 2003 en est la conséquence directe, c'est la loi Bachelot. Son but, mieux encadrer les usines à risque et protéger les gens qui vivent autour en imposant plus de prévention, plus de sécurité, plus d'informations pour les riverains et surtout en créant un cadre plus précis sur l'indemnisation dans ce genre de catastrophe industrielle. Écologiquement, c'est aussi une catastrophe. Vous vous en doutez, avec de tels éléments chimiques, la Terre a aussi pris un sacré coup. Pour que la zone soit rétablie, il a fallu traiter plus de 750 000 mètres cubes de terrain. La Garonne qui passe juste à côté a aussi été contaminée par de l'azote d'ammonium, ce qui a eu un impact dévastateur sur l'écosystème. Résultat, plus de 8000 poissons en sont morts. Aujourd'hui, 8000 poissons. Difficile de se rappeler que quelques années plus tôt encore, le site ressemblait à un no man's land. Putain, la dinguerie. Le paysage est vert, presque tranquille. À la place d'AZF, il y a des champs, des instituts médicaux, des laboratoires de recherche de très haute pointe. Impossible de se douter qu'ici étaient produits tous les jours des éléments chimiques explosifs. C'est comme si on avait essayé d'effacer le passé traumatique, la mort, avec ce qui sauve, le médical. Enfin, quand je dis qu'il n'y a plus rien, il y a quand même un mémorial construit à l'emplacement du cratère. Il devait symboliser la violence de l'onde de choc, rappeler ce qu'il s'était passé. Il y a plus de 20 ans, des hommes et des femmes ont arpenté les routes d'une des usines les plus importantes de France. Tu vois les noms Huguette, Alain, Philippe, Frédéric. Putain. AZF, c'est certes l'histoire d'un drame qui aurait pu être évité, celle Les mémoriels comme ça, je trouve ça toujours trop émouvant, frère. de milliers de vies chamboulées mais oubliées, et qui doivent se battre pour ne pas juste figurer en note de bas de page. Dans les médias, il ne reste que quelques archives, ressorties à chaque anniversaire. La mémoire collective s'efface peu à peu, parce qu'on préfère oublier, parce qu'on ne veut pas trop gratter là où ça fait mal, parce que ça remettrait en cause trop de choses.
Et pourtant, AZF est la plus grande catastrophe industrielle que la France n'ait jamais connue. Alors, pourquoi ce silence? Pourquoi ce flou persistant? Peut-être parce que cette affaire dérange, parce qu'elle met en lumière les failles d'un système, une industrie qui prend des risques. AZF, c'est pour beaucoup le symbole d'une industrie qui a fait passer l'économie devant l'humain. C'est pour ça que certaines victimes tiennent les autorités pour responsables. Au fond, l'affaire AZF pose une autre question. Jusqu'où nous sommes prêts à aller pour le progrès? Mais se souvenir d'AZF, ce n'est pas entretenir un traumatisme. C'est reconnaître qu'un jour, en plein cœur d'une grande ville française, le progrès a failli. Que l'erreur humaine, ou la routine, ou la négligence, peu importe le mot, a laissé derrière elle des familles brisées et des quartiers anéantis. À Toulouse, il suffit de demander, chacun a une histoire à raconter sur le 21 septembre 2001. Pour la petite anecdote, une des personnes avec qui je travaille sur ce sujet de vidéo m'a raconté une histoire assez marquante. Un membre de sa famille avait pour habitude de s'asseoir absolument tous les jours dans le même fauteuil, sauf que ce jour-là, il a décidé de choisir un autre siège. Et après l'explosion, ils ont découvert un morceau de verre qui était planté dans le fauteuil qu'il occupait habituellement. C'est pour dire à quel Il y a des jours, si c'était pas ton heure, c'était pas ton heure, mon frère. point, parfois, la vie ne tient qu'à un fil. Alors voilà, aujourd'hui encore, on ne sait pas tout, il manque des pièces au puzzle, mais une chose est sûre, l'histoire d'AZF mérite qu'on s'y attarde. Quelqu'un dans le chat a dit la catastrophe de Courrières, qu'est-ce que c'est ça? La catastrophe de Courrières est une catastrophe minière qui s'est produite entre Courrières et Lens le samedi 10 mars 1906, donc il y a plus de 100 ans, faisant officiellement 1099 morts. C'est la plus importante catastrophe minière de tous les temps en Europe et la deuxième du monde après celle de Bengxi en Chine, qui a fait 1500 morts. Elle tire son nom de la compagnie des mines de Courrières. Un coup de poussier a dévasté 110 km de galeries dans les fosses. Le choc fut tel que les cages ne pouvaient plus circuler sur les avec des débris et des chevaux ont été projetés à une hauteur de 10 mètres sur le carreau de la fosse. 3 jours après l'explosion, les recherches pour retrouver les survivants sont abandonnées et une partie de la mine est condamnée pour étouffer l'incendie et préserver le gisement. Cette gestion de la crise par la compagnie était particulièrement mal vécue par les mineurs et leurs familles. Le 30 mars, 20 jours après l'explosion, 13 rescapés réussissent à retrouver le puits par leurs propres moyens après avoir erré dans le noir total sur des kilomètres. Un 14e est retrouvé 4 jours plus tard. Pardon ? Le 30 mars, soit 20 jours après l'explosion, 13 rescapés réussissent à retrouver le puits de leurs propres moyens après avoir erré dans le noir sur des kilomètres. Ils se sont aperçus par un ouvrier sauveteur à proximité de l'accrochage dans le puits numéro 2. Une équipe descend et trouve 13 hommes faisant des gestes désespérés dans l'obscurité. Les mineurs racontent avoir mangé le peu qu'ils y trouvaient, y compris de l'avoine et un cheval qu'ils ont abattu à coups de pique. Les 13 rescapés sont Léon Boursier, Louis Cattel, Honoré Couplet, César Danglot, Charles Pruvot, Henri Wattier, Léon. Ok, Honoré Couplet, dernier survivant des 13 rescapés, mourant en 77 à l'âge de 91 ans. Un 14e survivant, Auguste Berton, mineur à la fosse numéro 4, fut retrouvé le 4 avril grâce aux secouristes allemands qui avaient apporté des appareils respiratoires. Il avait erré durant 24 jours à plus de 300 mètres dans le noir complet et les fumées toxiques. Il avait erré 24 jours à plus de 300 mètres de profondeur dans le noir complet. Oh là 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 là. Mais vous imaginez? Presque un mois. Presque un mois. Nota Bene a fait une vidéo là-dessus. Faudra que je la réacte à l'occasion. J'ai une proposition à vous faire, les gars. Comme j'ai dit, FM, je lance demain. Ok, c'est bon, sur ça, on est ok. J'ai normalement installé la Switch et j'ai le son. Est-ce que ce serait pas un petit Mario Kart by Night pour découvrir le jeu un peu gentil comme ça? La prochaine fois que je joue avec Yas, je lui tarte sa mère. Genre... Est-ce qu'on ne jouerait pas? Ça vous chauffe?
La transition terrifiante. Non, mais vas-y, en vrai. Vous me guidez, tout, Vas-y.